Sophie Chaminade, qui est donc pédiatre et neuropédiatre de Centre de compétences et de troubles des apprentissages d'Albi. Elle travaille également au CAMPS et à la plateforme PCO d'Albi. Et elle intervient avec une collègue, Sophie Laborde, qui est ergothérapeute au CAMPS d'Albi aussi, mais ergothérapeute aussi en libéral dans le Tarn, pour parler du rôle de coordonnateur du neuropédiatre dans le parcours de soins des enfants TND de 0-7 ans et pour nous faire un retour d'expérience sur la plateforme de coordination et d'orientation d'Albi. Bonsoir à tous. Le diaporama est un petit peu trop long par rapport au temps dédié, donc je vais peut-être accélérer sur certaines diapos. Donc, je suis le docteur Sophie Chaminade, je suis médecin à la PCO d'Albi, qui est incluse dans le CAMS, où se trouve aussi l'antenne du CRA et le centre de compétences de troubles des apprentissages. Donc, c'est en fait souvent le même personnel. C'est une plateforme donc départementale, où dans le département du Tarn, où se situe la ville d'Albi, il y a 5 ergothérapeutes en fait en pratique, 2 dans le nord et 3 dans le sud, du moins en libéral, accessible en libéral. Donc on se rend compte que par rapport aux questions que vous posiez tout à l'heure, c'est évidemment aussi beaucoup l'expérience de ces ergothérapeutes, d'une part effectivement, et d'autre part leur accessibilité qui joue beaucoup dans les prescriptions. Donc voilà. Les PCO ont été développés dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, et donc ne concernent donc pas que l'autisme, mais aussi les troubles du neurodéveloppement, et tant mieux. C'est la déclinaison en particulier des mesures 34 et 35 qui visaient à créer des plateformes qui allaient fédérer des structures de niveau 2, donc de type CAMS, ça peut être aussi des CMP, CMPP, des structures désignées par les RS après des appels à projets. Et il s'agit donc de prendre en charge le parcours d'un enfant, d'intervenir précocement. On a vu l'importance de la plasticité cérébrale et des interventions précoces avant stabilisation du diagnostic. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de pouvoir prendre en charge un enfant effectivement sur des signes cliniques d'emblée avec des prises en charge sans qu'il y ait forcément un diagnostic, ce qui est, vous savez, le cas pour les demandes auprès de la MDPH, c'est un petit peu rétroactif, au contraire. On est obligé de faire d'abord le diagnostic ou de tenter de le faire pour avoir un financement. Donc ça, c'est l'idée globale des PCO, c'était d'accompagner au plus tôt les écarts inhabituels de développement chez un enfant de moins de 7 ans. Donc la PCO s'arrête à 7 ans moins un jour. Il y est prévu des extensions 7-12 ans, mais qui pour l'instant ne sont pas financées. Donc globalement, l'idée était que les parents, les proches ont un doute, s'adressent à leur médecin traitant. Il est très important de savoir que c'est le médecin traitant et pas les professionnels libéraux qui adressent à la PCO. Bien sûr que les professionnels peuvent nous en parler, mais on tenait à l'adressage. C'est pas moi d'ailleurs qui l'ai décidé, la structuration est ainsi faite. C'est important de mettre le médecin traitant dans la boucle. On sait qu'ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours le temps de s'occuper des troubles du développement chez l'enfant. L'idée des plateformes, on verra aussi, c'est aussi de monter en compétences, donc de mettre tous les professionnels dans la boucle. La plateforme, du coup, va faire la coordination avec tous les professionnels libéraux qui pourraient être nécessaires au diagnostic et à la prise en charge de cet enfant, et le suivre pendant un temps dédié qui est de 2 fois 6 mois en général. L'intérêt donc, c'est que certaines prestations qui n'étaient pas prises en charge par la sécurité sociale sont prises en charge directement. C'est pas remboursé, c'est directement pris en charge par la sécurité sociale. Donc, la plateforme se charge d'organiser 3 fonctions: l'appui aux professionnels de première ligne, que ce soit des médecins ou des paramédicaux, l'accompagnement et les interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles, on va voir comment, dans tout le parcours diagnostique, et notamment au travers d'un conventionnement avec les structures de niveau 2 du territoire. Donc, dans l'idée, la plateforme va gérer administrativement tous les enfants, mais théoriquement, on ne les voit pas tous. On verra comment on fonctionne. De coordonner les professionnels de santé libéraux qui ont contractualisé avec elle et d'accompagner ces familles dans le parcours. Donc, bon, là, c'est notre historique au niveau de la PCO d'Albi. L'appel à une manifestation d'intérêt a eu lieu, vous voyez que c'était assez court quand même, entre le 1er mars et le 8 avril. L'autorisation, nous l'avons eu en mai 19, on a ouvert en juillet 19 et on a fait la convention constitutive au printemps 2020. Donc, on fonctionne vraiment bien depuis septembre 2019. On est à peu près presque 2 ans. Les partenaires, et c'est ça qui était la force de notre projet, c'est que tous les partenaires de niveau 2 du département, que ce soit du côté pédopsychiatrique, que ce soit du côté médico-social, rééducatif, et que ce soit du côté des services de pédiatrie, ont répondu présent. En tout cas, tout à fait d'accord pour être partenaires. Ils n'ont pas toujours les moyens
de pouvoir gérer ce partenariat, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'hostilité et ça a permis aussi de remettre du dialogue entre toutes ces structures. Donc l'équipe, il s'agit de 2 médecins, le docteur Maffre, pédopsychiatre, et moi-même. Il se trouve que nous sommes aussi les médecins du CAM, ce qui facilite beaucoup les choses, on va le voir. Le docteur Maffre est aussi le référent autisme sur le département, mais aussi la région Midi-Pyrénées. Une technicienne en économie sociale et familiale qui est à 0,5%, donc c'est une personne qui va accueillir les familles par téléphone ou les accueillir en réalité, et qui va aussi les aider dans toutes les démarches administratives et sociales nécessaires. Une gestionnaire de cas IDE, alors c'est Marlène Gineste vient de passer récemment à temps plein, parce qu'elle va aussi gérer une partie du CSTA. Il faut Madame Fromentin aussi. C'est très important ce rôle, parce que c'est elle qui va vraiment coordonner, au vu des dossiers, elle va vraiment coordonner le parcours de soins soutenu par les médecins. Et c'est quelqu'un qui a une expérience en fait dans les troubles du neurodéveloppement. Elle est IDE à la base, mais c'est une infirmière qui a beaucoup travaillé en pédopsychiatrie, auprès d'enfants autistes, auprès d'enfants qui ont du neurodéveloppement. Elle sait faire passer certaines évaluations, comme par exemple des Vineland, et elle peut éventuellement, dans le cadre de la plateforme, se rendre au domicile de certaines familles si c'est vraiment nécessaire. Une secrétaire à mi-temps pour travailler le courrier, et aussi parce que toute la gestion administrative est compliquée, puisqu'en fait, les paramédicaux, les libéraux vont adresser une facture, les actes sont facturés, ils sont remboursés par la sécurité sociale, mais ça passe par une convention, par le bon sauveur. Donc administrativement, c'est assez lourd de suivre tout ça de près. Alors, en pratique, qui repère au départ? Bon, bien sûr, ce sont les parents, ce sont les professionnels, les médecins de ville, les professionnels de la petite enfance, les paramédicaux de première ligne, éventuellement nous, si on demande notre avis directement, sur des choses assez simples concernant le neurodéveloppement de l'enfant. Il existe une petite plaquette dont vous avez l'image sur la droite, qui est un petit peu structurée comme les examens du carnet de santé des enfants de mois, 9 mois, etc. Avec au départ aussi des items qui permettent de prêter attention à tous les facteurs de risque, que sont la prématurité, que sont les antécédents familiaux. Donc, à partir de ce repérage, le médecin traitant doit envoyer cette plaquette remplie avec simplement quelques croix, en fait. Donc, il n'est pas obligé de faire une lettre longue, mais il envoie cette plaquette. L'IDE dont on a parlé tout à l'heure, et la TSF, vérifie l'éligibilité de l'enfant, c'est-à-dire qu'il est moins de 7 ans et un jour. Le fait que le diagnostic n'était pas déjà stabilisé. Donc, par exemple, on ne va pas recevoir un enfant qui a une IMC connue, un enfant qui a une trisomie 21, un enfant, vous voyez. Et aussi que cet enfant n'était pas déjà bénéficiaire d'une prestation de compensation, c'est-à-dire d'un dossier à la MDPH avec une AEH. Ce n'est pas totalement incompatible, mais en pratique, a priori, les enfants arrivent en première intention et n'ont pas déjà de dossier MDPH. Ils peuvent éventuellement avoir une AVS, mais pas de dossier MDPH. Donc, la constitution du dossier se fait par les 2 personnes dont je vous ai parlé. Elles récupèrent le livret de repérage. Elles envoient une fiche de renseignement. Elles peuvent aider les parents à les remplir. Fiche assez détaillée, tant sur le plan administratif qu'un petit peu sur l'anamnèse et le ressenti du parent et ses plaintes sur des choses assez simples. Est-ce que votre enfant, comment s'exprime-t-il? Est-ce que moralement, est-ce qu'il pointe? Est-ce qu'il crie? Voilà. Des choses très, très, très pratico-pratiques. Et c'est transmis par voie numérique, alors soit par Medimail, auprès de la secrétaire de la plateforme, soit bientôt, mais c'est en cours, ça a débuté sur la plateforme d'Albi, mais c'est pas encore tout à fait fonctionnel, par un autre mode qui s'appelle Via Trajectoire, auquel les professionnels paramédicaux auront aussi accès. En tout cas, le médecin peut avoir accès à Via Trajectoire, ce qui lui évite d'avoir à récupérer aussi la plaquette, puisque tout est sur Via Trajectoire, il remplit l'ensemble des données et il nous adresse directement le dossier de cette façon. Et puis après, bien sûr, la transmission du courrier papier est toujours tout à fait possible. Alors, la procédure, c'est la suivante. En pratique, donc toute la partie supérieure, on vient déjà d'en parler. Une fois que le dossier est complet, l'IDE va rédiger une fiche d'analyse. Elle peut éventuellement avoir pris contact avec la famille et les intervenants pour compléter les informations. Donc, ce n'est que là que les médecins, le docteur Maffre et moi-même, nous allons étudier le dossier. C'est-à-dire qu'elle a déjà rédigé une grande partie des
elle a déjà analysé l'IDE, une grande partie du dossier, en fait, hein, et elle va le destiner plutôt à l'un des deux médecins en fonction de notre orientation, puisqu'on a du mal à voir comment tous les dossiers. Donc, soit c'est le docteur Mas, si l'enfant a plutôt l'air d'avoir un autisme, soit c'est moi-même, si c'est plutôt un trouble de neurodéveloppement qui n'a pas l'air autistique, soit c'est une consultation qui sera dédiée à nous deux. Nous allons rédiger une fiche de prescription avant de voir l'enfant sur l'analyse du dossier et décider qu'il y aura ou pas des bilans qui vont être pratiqués avant notre première consultation ou pas. Alors, dans ce cas-là, deux situations. Soit il n'y a pas de possibilité d'envoyer l'enfant dans une autre structure, auquel cas on va lui donner un rendez-vous sur le CAMS. Un des deux médecins ou les deux médecins verront l'enfant sur le CAMS et l'intégralité du parcours de l'enfant, pardon, sur la PCO, excuse-moi, et l'intégralité du parcours de l'enfant se fera sur la PCO. C'est le parcours plateforme. Les bilans seront intégralement réalisés en libéral et les synthèses se feront par le biais de la plateforme qui suivra donc l'enfant 2 fois 6 mois, maximum 18 mois. Soit, et c'est tout le but de la plateforme, en concertation avec soit les médecins qui nous adressent l'enfant, soit avec des centres de niveau 2, on leur adresse l'enfant directement. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des collègues neuropédiatres sur l'hôpital de Castres qui sont à même de recevoir des enfants dont nous avons analysé le dossier, enfants que nous ne verrons jamais, et qu'on lui adresse directement. C'est le cas aussi de certains de nos collègues sur l'hôpital d'Albi. C'est le cas du CAMS de Castres, du CAMS d'Albi, bien sûr, et un petit peu moins malheureusement, mais c'est quand même le cas des CMP, CMPP. Auquel cas, on travaille en collaboration avec nos collègues, c'est-à-dire que si nos collègues estiment qu'ils peuvent réaliser l'intégralité du parcours de cet enfant, nous ne verrons jamais l'enfant, et la plateforme va servir uniquement de prestataire financier. C'est-à-dire qu'il va financer les bilans en libéral si ces bilans sont nécessaires. S'il est nécessaire qu'ils soient faits en libéral, c'est-à-dire si la structure en question n'a pas les moyens de les faire dans les temps. Je dis dans les temps parce que là, ce n'était pas trop spécifié, mais on a des contraintes de temps puisqu'on est censé avoir déjà fait la première consultation de synthèse dans les 3 mois, qui n'ait pas déjà eu un bilan de réaliser, mais déjà une première consultation. Donc, on a 2 parcours possibles, hein, donc le parcours PCO mixte et le parcours où l'enfant est adressé à une structure de niveau 2. Et à ce moment-là, la seule chose qui change par rapport au fait qu'un enfant sera adressé, par exemple, au CAMS ou au SMPP, que la plateforme ne voit plus, c'est que tous les partenaires sont censés renvoyer quand même les bilans au niveau de la plateforme et les premières lettres et les lettres de synthèse médicale au niveau de la plateforme. Ceci afin de s'assurer de la qualité. Oui, en fait, c'est pas du tout quelque chose de coercitif, mais c'est afin de pouvoir aider éventuellement les médecins qui n'arriveraient pas à faire le diagnostic de façon complète, pouvoir les aider dans leur démarche et pouvoir juger aussi qu'on correspond bien aux bonnes recommandations HAS concernant les troubles du neurodéveloppement, que ce soit en termes de bilan, que ces bilans sont étalonnés, hein, et que ce soit en termes de préconisation de rééducation. Voilà, donc il y a quand l'enfant donc a un parcours PCO et mix, c'est-à-dire un parcours qui est aussi en libéral et avec les médecins de la PCO, il y a des synthèses qui sont réalisées. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément pour chaque enfant, parce qu'actuellement, on est à 500 enfants actuellement, hein, donc avec 2 médecins à mi-temps, c'est quand même compliqué. On a reçu 500 enfants depuis le début de la plateforme. Mais on a des synthèses. Finalement, l'expérience des vidéos pendant des conférences, enfin, des visioconférences pendant le Covid nous a aidé à réaliser des synthèses avec des libéraux qui n'étaient pas forcément disponibles s'ils avaient été obligés de venir sur la plateforme. Donc finalement, ça a été plutôt un plus et on arrive sur les cas les plus complexes, en tout cas, à faire systématiquement des synthèses. Sinon, je téléphone à mes collègues psychomotriciens, médecins, etc. Ergothérapeutes éventuellement. Alors, hop, alors, comment se situe le rôle de l'ergothérapeute dans la PCO? Bon, donc effectivement, il est possible de prescrire un bilan en ergothérapie et une prise en charge en suivant de 2 fois 6 mois dans le cadre de la PCO, qui est entièrement financée à ce moment-là sur des enfants dont le diagnostic n'est pas stabilisé. Comme j'ai un petit peu l'habitude de mes collègues ergothérapeutes sur le tas, je connais un petit peu leurs possibilités. En plus, elles nous ont fait une explication effectivement de tout ce qu'elles pouvaient nous proposer. Donc, il y a un certain nombre, effectivement, on en parlait tout à l'heure, de compétences qui sont quand même communes avec les psychomotriciennes.
en particulier dans les bilans de fonction exécutive, éventuellement en complément de bilan moteur ou d'évaluation psychomotrice. On peut prescrire les deux, hein, voilà. Il y a toute votre spécificité concernant effectivement les entretiens, les troubles de l'intégration neurosensorielle. Donc, il y a un certain nombre de... Donc là, on parle d'enfants quand même tout petits, 0-6 ans. Donc, on n'est quand même pas du tout là sur les adaptations scolaires sur ordinateur qu'on a chez les plus grands. L'indication, c'est aussi toutes les répercussions du trouble dans les activités de la vie quotidienne, sur la scolarité ou sur la programmation de la scolarité de l'enfant. Donc, globalement, ça peut concerner effectivement tout enfant ayant un trouble de neurodéveloppement. Hein. Les troubles 10, alors dyslexie, je l'ai mis ici, mais enfin, effectivement, ça ne concerne pas vraiment les enfants de moins de 6 ans, en tout cas. Dysgraphie, troubles visoconstructifs, troubles praxiques, TDC. Dans tous ces domaines, effectivement, on peut être amené à proposer parallèlement de la psychomotricité et de l'ergothérapie si les parents sont suffisamment disponibles et motivés, si c'est possible près de chez eux, etc. Voilà. Ce que nous, on a un petit peu découvert, c'est votre rôle dans les troubles du spectre autistique, avec la possibilité de réaliser un certain nombre de bilans, dont des PEP, effectivement aussi, et des prises en charge qui nous ont permis, par exemple, de prendre en charge des petits du côté de Mazamet, où il n'y avait pas du tout de psychomotricien, mais il y avait des ergothérapeutes tout à fait compétentes pour aller au domicile de l'enfant et déjà démarrer une prise en charge qui, en attendant peut-être aussi un CESAT plus spécifique, mais qui a déjà permis d'avancer énormément dans la prise en charge précoce de cet enfant qui était tout petit. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on fait appel à la ligne 3? La ligne 3, il s'agit des CHU et des centres d'expertise, lesquels sont relativement saturés par des demandes qui relèveraient plutôt du niveau 1 ou du niveau 2. Donc, nous, dans les départements qui n'ont pas de CHU, on est censé être plutôt une ligne 2, en sachant qu'on a quand même des antennes locales que sont le centre de compétences et le CERA local. Donc, on fait appel à la ligne droite d'emblée si d'emblée la complexité clinique est perçue et il faut vraiment une équipe pluridisciplinaire spécifique, qui a une expertise spécifique pour valider le diagnostic. Si c'est perçu en cours de bilan ou de la synthèse de la PCO. Hein. Et puis, il y a toutes les situations où la famille ne va pas adhérer au diagnostic ou aux préconisations de la PCO, ou des professionnels ont des avis non concordants. Dans ces cas-là, l'enfant va être adressé à la ligne 3, soit la ligne 3 locale, hein, c'est-à-dire le CERA local ou CSTA, soit la ligne 3 du CHU en fonction de la demande parentale. Alors, la PCO, elle a aussi un rôle de réseau. Ça nous a amené, et c'était très sympathique d'ailleurs, au début de la PCO, à rencontrer nos collègues, pas seulement nos collègues dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les centres de niveau 2, CMP, CMPP, mais aussi tous nos collègues de PMI, les médecins scolaires, et puis les médecins libéraux, en particulier dans les communautés pluridisciplinaires territoriales de santé, et puis bien sûr nos collègues paramédicaux, puisqu'il y a eu des réunions faites auprès des psychomotriciennes et psychomotriciens, il y en a quelques-uns dans le Tarn, et puis des rencontres donc, avec nos collègues ergothérapeutes, et bien sûr nos collègues orthophonistes aussi. Et psychologues, excusez-moi, j'ai oublié de les citer. Bien sûr, il y a aussi des conventions avec les psychologues. Malheureusement, il était prévu dans ce projet que la prise en charge psychologique soit aussi financée. Pour l'instant, il n'y a que les bilans qui sont financés. Donc voilà, la première année, vous voyez, on a reçu 246 enfants. On était plutôt prévu pour 180 maxi. Et là, on a doublé, malgré le confinement, on est à 200, on est à peu près à 500 enfants. Vous voyez qu'il y a quand même la moitié des enfants qui ont un parcours mixte, c'est-à-dire presque et dans cette moitié, presque 40% sont en fait réadressés au CAMS d'Albi, qui va donc utiliser à ce moment-là la PCO comme financeur de prestations libérales. Donc à ce moment-là, le CAMS d'Albi va travailler en collaboration avec une ergothérapeute en libéral, une psychomotricienne en libéral, une psychologue en libéral, et les inviter à ces synthèses. Mais donc l'enfant est entièrement géré du coup de A à Z par le CAMS, par exemple. Donc un certain nombre de consultations médicales donc, sont faites dans le cadre de la PCO. Le docteur Mafre et moi-même, on reçoit à peu près 4 enfants par semaine, 4 nouveaux enfants par semaine, 3, 4, enfin voilà. Puis on revoit les enfants aussi en fonction de la complexité, et puis en fonction de la façon dont on a pu les faire sortir de la PCO, puisque malheureusement, la prise en charge est que de 2 fois 6 mois. Donc tout le travail aussi consiste à trouver des financements, en particulier le dossier MDPH, pour avoir une AH, pour poursuivre cette prise en charge et ne pas la stopper.
On a quand même beaucoup plus d'arguments à la fin de la PCO pour maintenir, par exemple, de l'ergothérapie de la psychomote, si on pense qu'il est légitime que la double prise en charge soit poursuivie et pouvoir demander une AEH conséquente. Voilà, ça c'était le bilan d'activité la première année. On se rend compte que quand même, c'est vraiment au moment de l'entrée à l'école maternelle que les enfants, que les parents s'inquiètent le plus, en fait, si vous voulez. Et que du coup, les démarches sont vraiment faites pour aller vers des consultations dédiées. On n'a pas encore bien réussi à repérer des enfants tout petits, malgré le travail que fait une autre partie du CAMS qui s'appelle Agirto, qui fait un travail d'explication dans les structures de petite enfance et de crèche, etc., pour améliorer le repérage des signes des troubles du neurodéveloppement, et donc qui présente les plaquettes en particulier. Et donc on voit encore que c'est encore trop peu. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enfants aussi qui sont à domicile et qui ne voient que leur médecin traitant, donc faut aussi améliorer les connaissances des médecins traitants, des médecins généralistes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne sont pas assez nombreux. Donc, on a été à leur contact à plusieurs reprises. Et bien sûr, s'ils m'appellent, on est toujours très à l'écoute. Voilà, donc la conclusion, c'est que globalement, nous, de notre point de vue, la PCO, elle est bien repérée. Ça a été positif, même pour l'activité du CAMS. On avait quand même des files actives très importantes avec des enfants. Enfin voilà, ce travail, on essaie déjà de le faire au CAMS auparavant parce qu'en fait, ces enfants nous étaient déjà adressés. Donc maintenant, les enfants les plus grands vont pouvoir être adressés à la PCO. Et l'activité de coordination se fera par la PCO et au moins, on peut leur proposer déjà tout de suite des prises en charge financées, ce qui vraiment permet d'avancer tant pour le prise en charge que le diagnostic de l'enfant. Le réseau libéral sur le Tarn a été vraiment à jouer le jeu, que ce soit les psychologues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes et nos collègues orthophonistes, même si c'est plus compliqué. On sait que la liste d'attente est très longue, mais on les a rencontrés à plusieurs reprises. Les processus sont opérationnels, les délais sont dans l'ensemble respectés. Après, il n'est pas toujours facile d'avoir une AEH ou des cours, donc ça peut poser un problème. On a toujours quand même beaucoup de problèmes pour l'orientation pour les enfants qui ont besoin de services médico-sociaux spécifiques dont les délais sont très importants. Il faut qu'on améliore encore beaucoup de choses, hein. Il faut qu'on mobilise mieux les deuxièmes lignes. Il faut qu'on puisse proposer des interventions psychologiques après bilan. Et puis, il faut améliorer le dépistage des enfants de moins de 2 ans. Il faut mieux animer le réseau. Ça n'a pas été facile avec le Covid, et aussi parce qu'on a eu un appel de consultation très important. Donc, c'est vrai qu'il faut améliorer et proposer plus de réunions, de synthèses, de formations. Mais globalement, le retour de nos collègues et des parents est tout à fait satisfaisant. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis Sophie Laborde, donc je suis ergothérapeute au CAMS d'Albi et je travaille également en libéral. Et donc, je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe voilà, quand on travaille avec la plateforme. Donc, les libéraux, on doit conventionner avec la plateforme et quand on conventionne avec la plateforme, on s'engage à effectuer des bilans et des suivis qui vont respecter les bonnes pratiques. Voilà, on va faire donc un premier bilan, c'est le bilan de départ qu'on va envoyer après à la plateforme et ensuite on va faire tous les 3 mois des bilans d'évolution qui nous sont demandés. Alors, sur une année, en fait, la plateforme peut demander 5 bilans et 5 suivis par an, pas plus, puisque autrement, on deviendrait des sortes de salariés de la plateforme, ce qui n'est pas ce qui est prévu. Donc, alors ça c'est la plateforme en fait qui nous sollicite quand on doit faire un bilan, qui prennent contact avec nous et qui nous demandent si c'est possible pour nous de pouvoir réaliser les bilans dans les temps et faire les séances qui suivent. Ça se passe en 2 temps. Donc d'abord on va faire le bilan et on a 5 séances qui sont attribuées. Après quoi, on va pouvoir facturer, si vous voulez, le bilan et les 5 séances. Et ensuite, on a un deuxième temps où il y aura 10 séances qui vont être facturées, qui vont être prescrites, pardon, et on facturera après que ces 10 séances soient faites. Vous voyez, il y a des délais en fait entre les temps de réalisation de séances et les temps de facturation qu'il faut prévoir voilà, dans notre façon de fonctionner quand on est en libéral.
Donc, les factures sont adressées à la plateforme et c'est la plateforme après qui va venir payer les libéraux qui vont travailler avec la plateforme. Voilà. Et alors, durant l'année, il y a des réunions de coordination qui peuvent avoir lieu. Ce que vous disiez, Sophie, cette année, ça a été un petit peu compliqué à la fois avec le Covid, à la fois parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été vus. Mais dès qu'il y a des cas compliqués, en fait, la plateforme et souvent les médecins prennent contact avec les libéraux et ça se passe plutôt bien. Voilà. Parfait. Merci, docteur Chaminade. Merci, Sophie Laborde. Alors, on a des petites questions pour vous. Alors, pour docteur Chaminade, première question de Florence qui vous demande dans quelle situation favoriser un PCO par rapport à une orientation en CAMPS. En fait, le but, en tout cas sur notre vision des choses avec le docteur Nafre, c'est que tous les enfants soient adressés à la PCO initialement. Et c'est la PCO qui va ensuite adresser immédiatement l'enfant au CAMS, en fonction de la disponibilité du CAMS et du contexte aussi familial, l'éloignement du domicile, etc. etc. Donc, la plupart des enfants qui sont, je dirais, les plus complexes vont être adressés au CAMS, simplement. Au CAMS, c'est une liste d'attente, en fait. Hein, donc, mais effectivement, à ce moment-là, la consultation va rebasculer sur le CAMS. Ok, Ça parfait. sera toujours moi-même, finalement, puisque je suis aussi Oui. sur le CAMS, mais je le ferai sur le site du CAMS. D'accord. Et quels sont les délais à peu près d'attente pour pouvoir être reçu au sein de la plateforme? On a l'obligation de proposer quelque chose dans les 3 mois, hein, D'accord. maxi. Donc, en pratique, je pense qu'on est dans les temps, je l'espère en tout cas. Je pense que c'est plus compliqué pour les consultations de synthèse de rester dans les temps. Parce qu'on dépend aussi, et ça, au moment de la consultation initiale, on ne sait pas toujours, de la disponibilité du libéral euh, pour faire les bilans dans les temps. Donc après, il faut récupérer ces bilans pour pouvoir en faire une synthèse. Tout à fait. Alors, il y avait des questions effectivement pour toi, Sophie, par rapport à concrètement, hein, pour les thérapeutes qui voudraient se conventionner avec les plateformes qui s'ouvrent autour de chez eux. Est-ce qu'il y a un délai? Il y a un délai pour répondre aussi, pareil, à la demande de prescription d'un premier bilan? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir organiser, planifier le premier bilan pour quand on vous le prescrit par la plateforme? Alors oui. Alors, pour les psychomotriciens, les ergothérapeutes sont très peu nombreuses, donc le contact est un peu direct, je pense. Elle t'envoie un mail, en fait, Oui, et tu oui, redispatches. Voilà. Elle se coordonne toutes les 5, et puis ça dépend de la localisation. Pour les psychomotriciennes qui sont beaucoup plus nombreuses, en pratique, c'est la TSF qui s'occupe d'envoyer un mail à toutes, en fait, elles doivent les grouper, ou alors elle envoie plutôt psychomotricienne plutôt proche du domicile de l'enfant, et c'est en gros la première qui répond. D'accord, parfait. Celle qui dit, alors ça c'est peut-être quelque chose à changer d'ailleurs, hein, parce que ça a Oui. pu entraîner des choses un petit peu compliquées, et des personnes qui avaient un peu plus de délai, du coup se retrouver sans demande de bilan, bon, ce qui était un petit peu embêtant, parce que du coup il y avait parfois des gens très jeunes qui avaient beaucoup de place, qui se retrouvaient avec beaucoup de bilans. Et alors, pour les psychologues, ça a été pareil. Dans la mesure où le docteur Maffre et moi-même, on regarde toujours ces bilans, ça nous a permis un petit peu aussi de rediscuter avec des personnes, voilà, qui avaient fait les bilans en question pour expliquer un peu plus ce qu'on désirait. Et puis, donc maintenant, c'est un petit peu moins, je pense, systématique, on donne un petit peu plus de délai. Mais théoriquement, effectivement, le but au départ, c'était qui va répondre le premier. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a aussi dans les questions un peu cette question, il y a des professionnels, des ergothérapeutes notamment, qui se questionnent sur le fait de conventionner parce que quand on lit un petit peu voilà, la convention et l'article de loi, on va dire, on peut se sentir du coup effectivement un peu piégé en se disant si je signe, je suis conventionné et que je ne peux pas répondre dans les délais, voilà, c'est compliqué. Je pense que comme tu le dis, Sophie, chaque plateforme a aussi un fonctionnement qui est propre et va travailler avec son réseau et la disponibilité de son réseau. Donc, il va y avoir voilà, des départements où il va y avoir beaucoup d'ergothérapeutes, donc la question peut-être va moins se poser. Il y a peut-être des départements qui vont être un peu moins fournis, peut-être comme vous, dans le 81, où, comme tu dis, là, ça va vraiment être du professionnel à professionnel qu'on va réfléchir et voir qu'il y a de la disponibilité, quoi. Tout à fait. Après, moi, l'idéal pour moi, ça serait que les professionnels s'organisent entre eux, en fait. Moi, j'aimerais mieux envoyer une demande à un groupe d'ergo qui s'organiserait, un groupe de psychomotes, un groupe de... Oui, Bon, c'est ça. ça serait, pour moi, ça serait mieux. Voilà. Qui donneraient leur disponibilité, leur spécificité. Bon, ça, en privilégiant effectivement que ça soit proche du domicile de l'enfant, quand même. C'est aussi intéressant pour ça, mais
Donc ça fait partie des choses à améliorer, effectivement. Oui, tout à fait, effectivement. Mais je crois que ça se construit au fur et à mesure aussi que les PCO sortent de terre, j'ai envie de dire, et que le réseau commence à se mettre en place. Hein. Donc, alors, il y a une question sur effectivement cette notion de 5 enfants maximum par an, Sophie. On n'avait pas cette notion. Non, moi non plus, j'avoue, je la découvre. Ben, alors, je savais pas. Parce que je l'ai lu sur ce qu'a fait Thierry. D'accord. Donc moi aussi, figure-toi, j'ai re-regardé, alors je le dis à tout le monde, j'ai relu les textes en fait, et c'était marqué sur les textes, donc, et que c'était limité en fait. Alors peut-être qu'il y a, voilà, c'est peut-être pas complètement que le but c'était que pour les PCO, qu'il n'y ait pas un professionnel qui soit le professionnel dédié, qui fasse que tous les bilans un petit peu, Nicolas, peut-être. Notion de nombre d'enfants maximum par professionnel de santé. C'est peut-être une exigence de l'ARS, ça je ne sais pas, mais en tout cas dans les textes au niveau national, il n'y a aucun maximum de notés. Donc que ce soit au niveau du contrat type, au niveau du décret ou des différents arrêtés, il n'y a aucune mention là-dessus. Et par rapport au bilan… C'est peut-être une erreur de ma part, hein. Mais en tous les cas, c'est ce qui est écrit sur notre convention, celle qu'a fait Thierry, en fait. Le but était peut-être d'éviter qu'il y ait une seule personne qui soit systématiquement sollicitée et de pouvoir ouvrir à tous les… Bon, en fait, j'étais en arrêt maladie quand Thierry a construit les conventionnements, beaucoup avec les psychomotriciennes aussi. Donc, c'est peut-être elle aussi qu'on demandait à ce que il n'y ait pas une personne spécifique. D'accord. Après, c'est possible qu'il y ait des règles propres à chaque PCO, mais en tout cas, au niveau national, c'est pas le cas. Tout comme juste pour revenir sur le bilan, il me semble que normalement, dans les textes, normalement, c'est un bilan par an, par enfant. Vous évoquiez 5, je crois. Alors, en fait, il y a le premier bilan, et après, il y a les bilans d'évolution qui sont demandés tous les 3 mois. Oui, d'accord. Donc, en fait, ce n'est pas des bilans en tant que tels où on refait passer toute la batterie d'évaluation. C'est des comptes rendus de… Des comptes rendus oui, c'est des comptes rendus de prise en charge, ce qui est assez normal de pouvoir donner un compte rendu de prise en charge tous les 3 mois. Je ne trouve pas que ce soit… Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui est demandé dans les textes, d'avoir des comptes rendus trimestriels. Ouais. Question sur il y avait une question sur est-ce que les visites à domicile à l'école sont financées, les temps de trajet? Alors, effectivement, non, il y a un tarif unique. Donc, c'est vrai que c'est là où, nous, en tant qu'ergothérapeute, on se pose la question du devenir de ces forfaits, car effectivement, le cœur de notre intervention est de pouvoir aller sur les lieux de vie, d'aller sur les écoles, à domicile, de participer aux réunions dans les équipes éducatives, les équipes de suivi dans les écoles, ce genre de choses. Et financièrement parlant, on va dire, on est rémunéré le même prix qu'une séance en cabinet. Donc, c'est sûr que on a cette limite en tant que professionnel qui n'est pas négligeable, sur laquelle il faut qu'on puisse réfléchir dans notre pratique parce qu'on sait que ça va être une perte pour les familles qui font appel à nous et une perte dans la spécificité de notre travail de plus pouvoir nous déplacer parce que financièrement, ça deviendra plus rentable. Voilà. J'essaie de répondre un peu à cette question-là. Il y avait une question pour vous, docteur Chaminade. Alors, c'était où elle est où Avez-vous augmenté votre temps de médecin pour travailler à la PCO ou est-ce à moyen constant? C'est-à-dire que vous vous êtes en quelque sorte dédoublé. Non, j'ai augmenté mon temps. Je travaillais avec Oxytadis sur une journée, sur 7 heures. J'ai toujours eu d'autres activités que le CAMS. Et donc, j'avais une activité dédiée avec Oxytadis qui m'amenait à aller un peu dans la région et auprès du docteur Willig et à monter à l'époque le début de l'association, voilà, où j'étais. Et en fait, du coup, j'ai arrêté cette journée de travail pour me consacrer à la plateforme et aussi pour me recentrer sur Albi aussi pour des raisons personnelles. Mais effectivement, c'est une augmentation d'activité. Hein. Ouais. Ça serait impossible. Je crois que l'orientation entre PCO, COMS, ça n'a pas été clair, donc je vais vous demander peut-être de réexpliquer. On a 2 questions, une de Nathalie et de Florence qui demandent est-ce que les enfants reçus à la PCO n'auront pas été au COMS? Est-ce que la PCO est un intermédiaire de plus? Ou est-ce que tous les enfants sont orientés au PCO et ensuite les situations plus complexes sont envoyées au COMS? Alors, dans l'idéal, tous les enfants devraient être adressés à la PCO, puisque le médecin généraliste, puisque c'est lui qui est censé repérer, le médecin de PMI, le médecin généraliste, bien sûr, ça ne veut pas du tout dire que les paramédicaux qui prendraient déjà en charge un enfant
ne pourraient pas l'adresser aussi. Ils peuvent nous interpeller, ils peuvent guider les familles, mais il est exigé qu'il y ait un adressage médical pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, théoriquement, tout devrait passer par la PCO, mais uniquement administrativement parlant. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail en amont qui était fait avant par le CAMS comme on pouvait, mais là, il est fait bien mieux parce qu'il y a 2 personnes dédiées en termes de connaissance de la famille, de sa problématique, de la problématique sociale, etc. Et de la demande de la famille aussi. Et à ce moment-là, c'est à l'étude du dossier que soit l'enfant va être adressé au CAMS, effectivement, pour des enfants les plus petits, hein, en général, bien sûr, et pour des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, je dirais les plus complexes, effectivement. Mais en général, les enfants les plus petits sont adressés au CAMS et les plus grands vont rester sur la PCO. Actuellement, c'est plutôt ce qu'on fait. D'accord. Parfait. On avait Et du coup, ça n'empêche pas du tout que quand un enfant, j'oublie une chose importante que nos collègues des CAMS parfois n'avaient pas toujours saisi, c'est que les partenaires de niveau 2 peuvent aussi saisir la plateforme, même s'ils ne sont pas la plateforme eux-mêmes, même s'ils ne sont pas le COPS, ils peuvent saisir la plateforme pour financer des bilans et des prises en charge libérales chez un enfant. Par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au CAMS, mais aussi au CNPP ou au CMP, peut solliciter la plateforme pour faire réaliser un bilan d'ergothérapie et ou une prise en charge, un bilan en psychomote et ou un bilan psycho, pour pouvoir réaliser une synthèse diagnostique dans le cadre de la structure de niveau 2. Donc la plateforme peut aussi servir de banque, je dirais, uniquement pour des bilans, et pour financer des bilans et des prises en charge qui seront à ce moment-là étudiés par nos collègues de niveau 2, dont le CAMS par exemple. D'accord, ça peut être un premier intermédiaire, effectivement. Du coup, donc ça donne que, par exemple, certains enfants qui seraient arrivés au CAMS ou qui y seraient déjà depuis un moment, parce qu'en fait la plateforme il y a 2 ans, donc mes collègues du CAMS, puisque je ne suis pas la seule pédiatre, j'ai une collègue du CAMS aussi, ou moi-même dans le CAMS, je peux faire appel à la plateforme tant que l'enfant a moins de 7 ans pour demander par exemple une OBISC ou un bilan psychomoteur. Donc l'avantage, si vous voulez, c'est que sur le CAMS, ça a diminué énormément nos listes d'attente de bilan et d'orientation d'enfants, puisqu'on avait 2 ans d'attente de bilan. Hein. On était sur une programmation à 2 ans hein, quand on voulait faire un bilan à un enfant. Donc là, on a énormément diminué notre attente, y compris en termes de temps de consultation, de délai de temps de consultation. Alors, on avait une question sur qu'entendez-vous quand vous dites mobiliser les deuxièmes lignes? Oui, alors la deuxième ligne, donc, dans la structuration, si on compare un peu à ce qui se passe en maternité, vous savez, il y a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. C'est aussi le cas pour les CERA, c'est aussi le cas pour les centres de compétences de troubles des apprentissages et les CAMS, qui sont aussi considérés comme des niveaux 2. Donc, des niveaux 2, c'est des niveaux pluridisciplinaires susceptibles de pouvoir faire un diagnostic d'expertise. Mais ça peut être aussi avec Occitadis maintenant un médecin qui est en libéral, neuropédiatre, pédopsychiatre, qui serait s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire, je ne parle pas du financement là, mais du coup qui réunirait suffisamment d'éléments, de bilans, et serait en capacité de faire une synthèse diagnostique pour diagnostiquer un enfant. Voilà. Enfin, un diagnostic chez un enfant. Donc ça, c'est niveau 2. Le niveau 1, c'est le médecin qui va dépister l'enfant sur les premiers signes cliniques et qui, a priori, ne va pas faire un diagnostic complexe. Il pourra faire un diagnostic simple il n'y en a pas beaucoup des simples finalement, mais enfin bon, disons de troubles de coordination simple, voilà, par exemple, on va dire. Le reste, c'est quand même des diagnostics complexes, les TDAH, les TSA, les TSLO, chez l'enfant de 0 à 6 ans, c'est quand même des déficiences intellectuelles, c'est quand même des diagnostics dits complexes. Donc, on va dire que c'est les aspects plus pratiques peut-être qui peuvent concerner les médecins de niveau 1 qui vont à ce moment-là pas du tout passer la main. Alors après, bien sûr, c'est le cas chez les plus grands pour la dyslexie. Mais là, on n'est pas dans l'âge de la lecture. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, et les niveaux 3, c'est les CHU avec les centres de référence autisme, le CRA, et les centres de référence de troubles des apprentissages qui sont censés donner un avis d'expertise sur des situations qui n'ont pas pu être réglées par le niveau 2. Ok. Parfait, merci beaucoup, Dr Chaminade. On va conclure. Je crois qu'on avait une demande d'intervention de Lydia, c'est ça, Nicolas? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, Lydia Puech, effectivement, qui est présidente de l'association Néonims. Je vais vous laisser vous présenter et prendre la parole. Oui, alors je préside une asso Néonins qui intervient et qui aide et soutient les familles d'enfants nés préma dans le département des Pyrénées-Orientales. Et on est aussi à l'origine, c'est tout récent, d'un collectif qui vient à défendre les droits des enfants en situation de handicap. C'est un collectif qui a une visée nationale. Donc j'ai beaucoup apprécié votre intervention ce soir. J'ai encore appris beaucoup de choses malheureusement.
notamment sur la prise en charge, parce que moi, je vais me faire le porte-parole de ce que nous vivons sur le terrain en tant que parents. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses m'ont interpellée. J'ai l'impression que c'est le quotidien de beaucoup de familles, surtout sur la prise en charge qui est un véritable combat pour nous, pour nos enfants. Je dis bien combat parce que c'est pas simple de remplir un dossier MDPH. Certaines familles sont dans le déni aussi, ne sont pas prêtes à passer ce cap de la MDPH. On entend parler de PCO, on entend parler aussi de réseau Occitadis, où on nous a dit qu'il y aurait aussi des prises en charge. Je voulais simplement vous dire qu'il y a quand même de quoi se perdre. Donc, je pense qu'il va falloir faire une synthèse parce que pour l'instant, j'en souris, mais croyez-moi que c'est compliqué parce que quand on a besoin d'une aide humaine, j'ai posé la question, comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la PCO intervient? Est-ce qu'on doit quand même remplir un dossier MDPH? Enfin, il y a plein de questions qui vont ressurgir. Alors, par rapport à ce que vous dites, l'association Occitadis finance oui, effectivement, des prestations qui ressemblent un peu, je comprends, à ce qui se passe dans la PCO, sauf qu'en fait, il s'agit d'enfants de plus de 6 ans. Hein, on est dans les troubles des apprentissages qui sont par définition la lecture, etc., etc. Donc là, on est sur des 0-6 ans, des troubles de neurodéveloppement. Et oui, bien sûr, la PCO, c'est bien pour ça qu'il y a une TISS, c'est bien pour ça qu'il y a une IDE dédiée qui sont maintenant passées à temps plein. Elles sont là pour répondre à vos questions. Notre idée, c'est que c'est le premier interlocuteur, justement, que les parents ne soient plus perdus, que leur enfant soit préma, etc., etc. Elles vont répondre avec beaucoup de gentillesse. Si ce n'est pas la PCO qui est le bon interlocuteur, elles vont réadresser vers le bon interlocuteur. Elles sont là pour ça, c'est notre but. Après, Sophie, je pense qu'il y a aussi une perte des familles, et même nous, de notre part, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte du développement des plateformes de coordination et d'orientation, concrètement, là, dans notre région Occitanie, on n'est pas nombreux, vous verrez, on vous mettra le lien avec les diapos bien sûr. PDF du ministère. Aujourd'hui, dans la région, dans la grande région d'Occitanie, vous êtes bien dotés dans le 81, nous par exemple dans le 31, je vois avec des collègues, et bien malheureusement on n'en a pas encore de PCO. Donc c'est vrai qu'on est dans l'attente. C'était une volonté locale aussi, c'est ça, dans un département il faut qu'il y ait une dynamique. Mais effectivement, par rapport à ce que disait madame, on a tout à fait conscience que pour les parents et pour les médecins c'est compliqué aussi, et pour la paramédico aussi. Donc la porte d'entrée unique, on a aussi souhaité, c'est pour ça que tout est regroupé au même endroit. Il y a le CRA, le centre de compétences, c'est-à-dire Occitadis, le CAMS et la PCO. Et du coup, notre but, c'est d'avoir vraiment une porte d'entrée unique où l'enfant, où les parents peuvent s'adresser avec des demandes très simples de notre part. Et vraiment, tout ce qui est de l'ordre du dossier MDPH, tout ça, est vraiment, ils sont soutenus dans toute cette démarche si elle est nécessaire. Lydia, je crois que vous aviez d'autres éléments à nous évoquer. Oui, sur l'intervention par rapport à l'éducation nationale, parce que notre souhait aussi en tant que parent, bon, peut-être que ça concerne plus les 7 ans, parce que souvent, faut être honnête entre nous, mais ceux qui sont bilan T10, c'est souvent à l'entrée en première année de classe primaire. Mais c'est vrai que des fois, parfois en maternelle, on commence à s'apercevoir de certaines choses et certains parents ont besoin d'être guidés. J'ai posé aussi la question à savoir que des parents parfois patientent dans la salle d'attente et ne savent pas comment faire après, par la suite, à la maison et à l'école. Et nous, on intervient aussi et croyez-nous qu'on vous défend là-dessus, c'est qu'on aimerait vous voir davantage au sein des écoles, participer aussi, pourquoi pas proposer dans vos cabinets, peut-être à ce qu'une personne puisse intervenir plutôt que de rester assis sur une chaise à lire un livre ou consulter son portable, peut-être d'essayer de faire des choses pour que les parents puissent être guidés parce que malheureusement, on le sait tous, tout n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des parents qui ont besoin d'être guidés, encore une fois. Voilà, c'est plein d'idées. Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup parce que ces échanges-là sont riches et on n'attendait que ça en tant que parents parce qu'on a parfois l'impression d'être un petit peu le dernier maillon de la chaîne. On nous oublie parfois. Ça aussi, c'est une réalité de terrain. Donc voilà, on pourrait continuer des heures. Je suis une grosse pipelette en plus. Si Anaïs Quentin est là, elle va le dire. J'ai vu qu'il y avait Isabelle ici dans les parages. Voilà, mais voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Moi, je vois qu'on évolue petit à petit quand même, il faut dire les choses, mais on a encore besoin de vous et je dirais que l'éducation nationale, il faudrait aussi qu'elle fasse un petit effort supplémentaire
pour vous ouvrir davantage les portes. Parce que... Alors, elle y arrive. Hein. Petit à petit, on y arrive. C'est une question de réseau, c'est pareil, c'est une question d'énergie, de réseau qu'on développe, de volonté dans certains départements, dans certains secteurs. Hein. J'ai envie de dire même d'une école à une autre. Hein. Une école en face d'une autre ne va pas avoir la même ouverture. Après, c'est le combat qu'on va mener nous, mais on va avoir besoin de vous, parents. Vous avez besoin de nous, mais inversement. Voilà, on va avoir besoin de votre appui, de faire le lien avec les maîtresses, de nous aider à rentrer en contact avec les écoles. Voilà, on a besoin de tous des uns et des autres, quoi. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci pour votre invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est vraiment un régal et on apprend beaucoup, la preuve. Donc, continuez et sachez que les familles sont derrière vous. C'est le but de la création du collectif, c'est qu'on ne reste pas chacun dans notre coin, parents, soignants, enseignants. De l'autre côté, c'est qu'on puisse œuvrer tous ensemble parce que je crois que le but, ce qu'on cherche, c'est que... Alors, c'est un terme que j'aime pas trop, que nos enfants deviennent autonomes parce que malgré tout, le handicap est là, mais ça sera quand même des adultes de demain qui vont essayer de grandir en essayant d'essayer de grandir pardon, je cherche mes mots, je suis un peu fatiguée, mais en essayant de pouvoir lutter avec leurs difficultés. Et c'est tous ensemble qu'on y arrivera, ça c'est certain. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, vous concluez parfaitement cette intervention de ce soir. Merci Lydia. Merci à vous. Romain, je te donne la main. Bon, alors on a dépassé un peu le timing. On s'en excuse, il y en a qui sont déjà partis. On va clôturer pour pouvoir vous laisser finir cette fin de soirée tranquillement. Je laisse la main à Romain Genet, qui est donc ergothérapeute en libéral dans le Gard. Merci à toutes pour vos interventions. C'était super riche et on est très contents. Et là, je parle, je crois, au nom de l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de cet événement. On était très contents de ce qui s'est dit ce soir. Moi, j'ai voulu synthétiser ça un peu comme ça. On est un acteur de l'intervention précoce, ça je pense qu'on l'a tous bien compris, mais on s'intègre aussi dans un accompagnement qui est pluridisciplinaire. Je crois que c'est la richesse de toute façon de nos travails à tous, qu'on soit ergothérapeute, psychomote, médecin, c'est cette pluridisciplinarité qui nous unit. Et cette coordination avec les familles qui, je crois, est placée au centre de l'accompagnement des enfants de moins de 6 ans. Les filles en ont très bien parlé tout à l'heure, la guidance parentale, ça peut être un levier extraordinaire pour l'accompagnement de ces enfants-là. Et c'est souvent, parfois en tout cas, la seule voie d'entrée qui reste possible malgré l'absence de financement. Si vous voulez en savoir plus sur l'ergothérapie, on vous invite à aller consulter le site de l'Association nationale des ergothérapeutes français. Il y a plusieurs livrets qui ont été édités, notamment Comprendre l'ergothérapie auprès des enfants et aussi un argumentaire sur l'ergothérapeute, un professionnel clé dans l'accompagnement des enfants de 0 à 7 ans. Vous pouvez aussi solliciter la délégation territoriale de la NFE. On vous a mis le mail et de toute façon, on vous transmet avec plaisir un document de synthèse à l'issue de ce webinaire sur lequel vous retrouverez différents liens pour aller chercher des informations qui vous paraissent intéressantes. Et n'hésitez pas à questionner les ergothérapeutes de votre secteur. On est toujours ravis de parler de notre métier. Je crois que ça, c'est un point commun qu'on a tous. C'est qu'on aime partager notre passion pour notre profession et on a bien envie de continuer à le faire, surtout en Occitanie. Donc, merci encore d'y avoir participé. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci à NFE qui a rendu ce webinaire possible après avoir participé à l'organisation d'une journée en présentiel qui malheureusement a été annulée à cause du Covid. On espère bien pouvoir se rencontrer en réel dans quelques temps pour parler d'ergothérapie et peut-être de pluridisciplinarité. Pardon. Merci aussi au comité d'organisation dont les ergothérapeutes ont été cités ici. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis, j'espère qu'on se recroisera bientôt, cette fois-ci en chair et en os. Merci à vous. À bientôt, merci beaucoup.